Dans le sud-est de la Turquie se trouve Göbekli Tepe, un site vieux de 12 000 ans, plus ancien que Stonehenge et que les pyramides, souvent décrit comme le mystérieux berceau de la civilisation. Et aujourd'hui encore, il reste le temple le plus ancien et le plus énigmatique jamais mis au jour par les archéologues. Pendant des décennies, les chercheurs étaient convaincus que tout avait déjà été révélé. Et puis, lors d'une étude récente, tout a basculé. Incredible because there's 13 stories that go deep into the ground with ventilation shafts and 15,000 little shafts that bring air to even the deepest of levels. Quand ils ont enfin ouvert cet espace, ils n'ont trouvé ni outils, ni offrandes, ni sépultures. Ce qu'ils ont découvert ne correspondait à aucune catégorie humaine connue du monde ancien. Les archéologues qui n'ont jamais réussi à lâcher Göbekli Tepe. Un petit groupe de chercheurs expérimentés n'a jamais été totalement convaincu par la manière dont le site avait été étudié. Ce sont des spécialistes impliqués depuis longtemps sur le terrain. Ensemble, ils avaient passé plus de 10 ans à analyser Göbekli Tepe, à lire les rapports de fouilles, à parcourir le plateau saison après saison et à comparer le site avec d'autres lieux néolithiques précoces du sud-est de la Turquie. D'après leurs collègues, ce groupe avait une connaissance presque obsessionnelle du lieu. Ils pouvaient repérer des incohérences dans de vieilles cartes de mémoire, se rappeler quelles zones avaient été fouillées trop vite et lesquelles étaient restées intactes. Et c'est là que leurs doutes ont commencé. Dans leurs publications comme dans leurs notes privées, ils revenaient toujours à la même inquiétude. Göbekli Tepe était étudié comme s'il n'existait qu'en surface. La plupart des fouilles se concentraient sur les enceintes visibles, les piliers en forme de T et les reliefs sculptés. Ces découvertes étaient extraordinaires, bien sûr, mais elles donnaient aussi une vision très limitée du site. Selon eux, cette approche créait un angle mort. Ils estimaient qu'un lieu capable d'un tel niveau de planification et d'effort ne pouvait pas se contenter de ce qu'on voyait au-dessus du sol. Avec le temps, cette idée est devenue une hypothèse de travail partagée au sein de l'équipe. Ils suggéraient que Göbekli Tepe n'avait pas seulement été construit vers le haut, mais aussi vers l'intérieur. Certains pensaient que des parties du site avaient été volontairement dissimulées, soit scellées pendant son utilisation, soit laissées enfouies dès le départ. Ce n'était pas présenté comme une certitude, plutôt comme une possibilité non résolue. Les archéologues pointaient du doigt des zones étrangement absentes des fouilles et des secteurs de roche-mère cartographiés, mais jamais vraiment étudiés. Pour certains membres de l'équipe, la frustration grandissait à chaque nouvelle saison sans que ces zones soient explorées. Et puis, peu à peu, les discussions se sont transformées en actions. Au lieu de réclamer des fouilles immédiates, ils ont choisi une approche prudente. Ils ont monté un petit groupe de recherche axé sur des méthodes non invasives, avec des géophysiciens et des spécialistes des relevés qui avaient déjà travaillé sur d'autres sites patrimoniaux sensibles. Leur objectif était clair et limité: observer ce qui se trouvait sous le plateau calcaire sans y toucher. D'après leurs propositions internes, il ne s'agissait pas de prouver une théorie, mais simplement de savoir si des vides inexploités pouvaient exister. Obtenir l'autorisation n'a pas été simple. Göbekli Tepe est un site très protégé et chaque décision est étroitement surveillée. Après des mois d'examen, l'accord a été donné, mais uniquement pour de l'imagerie souterraine. Pas de fouilles, aucune pierre déplacée, seulement des relevés. L'équipe a été autorisée à étudier des zones du monticule qui avaient reçu peu d'attention auparavant, surtout celles éloignées des enceintes principales et proches des bords naturels de la roche. Une fois l'autorisation obtenue et les zones définies, on est passé des soupçons de longue date à l'enquête directe. Si quelque chose avait été volontairement caché sous Göbekli Tepe, la prochaine étape n'était plus de la spéculation, mais le fait de regarder, avec méthode, sous la surface même du sol. L'irrégularité sous le calcaire. Le travail de scan a commencé discrètement. Pas de creusement, pas de bruit, aucune perturbation visible du site. Les archéologues se sont appuyés uniquement sur un radar de pénétration du sol, avançant lentement sur des zones du plateau calcaire longtemps considérées comme sans intérêt. D'après les rapports de l'équipe de relevé, ces secteurs avaient été choisis précisément parce qu'ils se trouvaient en dehors des célèbres cercles de pierre, des endroits que la plupart des chercheurs avaient ignorés pendant des années, sans y prêter attention. Et ce choix allait bientôt prendre tout son sens. Au début, les scans ont donné exactement ce que tout le monde attendait. Un calcaire dense, une roche solide, des données uniformes qui ne laissaient rien présager sous la surface. L'équipe notait chaque passage avec soin, profondeur, densité, réponse du signal. Une forme de frustration silencieuse a commencé à s'installer.
Certains membres ont reconnu plus tard qu'ils craignaient que ces résultats ne confirment ce que les critiques répétaient depuis longtemps, que Göbekli Tepe avait déjà livré tout ce qu'il avait à offrir. Puis, un scan a brisé la routine. D'après les premières lectures, une zone près du bord du monticule montrait une anomalie dans le signal. C'était discret au départ, une légère baisse de densité, une ombre là où la roche aurait dû être compacte. L'équipe s'est arrêtée, a recalibré les appareils, pensant à une interférence ou à une erreur technique. Ils ont relancé le scan. L'irrégularité était toujours là. À mesure que les passages se multipliaient, la forme a commencé à se dessiner. Ce n'était ni une fissure naturelle, ni une simple poche de terre meuble. L'anomalie avait des contours nets. Sa profondeur restait constante sur plusieurs relevés, assez sous la surface pour ne pas être anodine, mais pas au point d'évoquer une faille géologique. D'après les géophysiciens, l'érosion naturelle ne crée pas ce genre d'espace dans le calcaire sans laisser de traces visibles en surface. Or, il n'y en avait aucune. L'emplacement ajoutait au trouble. L'anomalie se trouvait à l'écart des enceintes principales, plus près du bord rocheux du monticule. Elle ne correspondait pas aux fosses de stockage connues des périodes plus tardives, et ne ressemblait pas non plus aux puits funéraires observés ailleurs dans la région. Les puits funéraires, quand ils existent, sont généralement étroits et verticaux. Ici, l'espace semblait plus large et contenu. D'après les notes internes, cela ne rentrait dans aucune catégorie connue par l'équipe. Pour écarter toute coïncidence, les scans ont été répétés sous différents angles. Le résultat était toujours le même, un vide creux avec une structure interne. Les données suggéraient des parois, pas une roche irrégulière. La forme paraissait fermée, pas ouverte comme une cavité naturelle. Plusieurs membres ont décrit plus tard l'atmosphère de ce moment comme particulièrement tendue. Ce n'était plus une simple anomalie technique, c'était un espace intentionnel. En analysant les données, une autre prise de conscience a suivi. Cette partie de Göbekli Tepe n'avait pas été négligée par hasard. Les anciennes cartes de fouilles montraient que la zone était répertoriée, mais jamais ouverte. Pour certains chercheurs, cela soulevait une possibilité dérangeante. Des équipes précédentes avaient peut-être déjà repéré des indices ici, mais avaient choisi de ne pas aller plus loin, ou n'avaient pas les moyens d'enquêter en toute sécurité. Ce qui devenait évident, c'est que les scans seuls ne permettraient pas de comprendre ce qu'était réellement cet espace. À un moment donné, il faudrait examiner directement le sol au-dessus. Quand le travail en surface a commencé au point d'entrée identifié, le ton de l'enquête a encore changé. La disposition des pierres ne correspondait pas à un effondrement naturel. La densité des matériaux était régulière, maîtrisée. Ce n'était pas de l'érosion, c'était un scellement. Et cela signifiait que ce qui se trouvait en dessous avait été fermé volontairement. L'entrée scellée que personne n'attendait. Dès que les travaux de surface ont commencé au-dessus de l'anomalie, l'avancée a ralenti. Les archéologues ne travaillaient plus sur des données abstraites à l'écran, ils étaient désormais face à la pierre elle-même. Le retrait minutieux des couches supérieures a révélé quelque chose qu'aucune des anciennes cartes n'avait laissé prévoir. Une ouverture étroite taillée directement dans la roche calcaire. Elle n'était pas assez large pour un accès facile et ne ressemblait pas à l'entrée d'une grotte ordinaire. D'après les notes de fouilles, ces bords étaient nets et volontaires, avec des traces d'outils plutôt que des cassures naturelles. Ce n'était pas une fissure formée avec le temps, c'était une entrée créée de main d'homme. Et ce qui a arrêté l'équipe presque aussitôt, c'est ce qui l'a bloqué. L'ouverture était remplie d'une substance noire très dense, qui ne ressemblait ni à la terre locale, ni à des débris de calcaire, ni à aucun dépôt naturel connu dans la région. La couleur et la texture étaient uniformes, pressées fermement dans l'ouverture taillée dans la roche. Il n'y avait aucun vide, aucun bord friable, aucun signe de déplacement avec le temps. D'après les rapports de l'équipe de fouilles, ce matériau semblait posé volontairement, pas tombé par hasard. Certains ont parlé d'un malaise immédiat en comprenant que ce n'était pas simplement une entrée bouchée, mais bien une entrée scellée. Un examen plus attentif n'a fait qu'accentuer l'inquiétude. La matière noire ne montrait aucune trace d'usure. Pas de fissure due à la chaleur, pas d'érosion liée à l'eau, aucun signe d'écrasement sous la pression. Tout indiquait qu'elle était restée stable pendant une durée extrêmement longue. Selon les premières évaluations, le scellement avait parfaitement rempli sa fonction, garder l'accès fermé. À ce stade, l'équipe a interrompu tout travail physique pour se concentrer sur la documentation. De petits échantillons du matériau ont été prélevés dans des conditions strictement contrôlées, puis envoyés en laboratoire pour analyse. D'après les premiers résultats, il ne s'agissait pas d'une seule matière, mais d'un mélange. Les analyses ont révélé des traces de bitume associées à des cendres et à des liants organiques.
Cette combinaison a tout de suite interpellé les chercheurs. Le bitume était connu dans l'Antiquité, mais son utilisation sur un site aussi ancien que Göbekli Tepe posait de sérieuses questions. Mélangé à des cendres et à des éléments organiques, ce type de composé durcit avec le temps et devient résistant à l'eau comme à l'air. Pour certains spécialistes, ce genre de mélange était souvent utilisé plus tard pour l'étanchéité, la conservation ou l'isolation. Le retrouver ici suggérait un niveau de planification et de savoir-faire technique bien supérieur à ce qu'on pourrait attribuer au hasard. Ce qui troublait le plus l'équipe, c'était l'intention derrière ce scellement. Ce n'était pas un geste improvisé. D'après les discussions internes, le mélange semblait conçu pour durer. Certains archéologues pensent même qu'il avait été pensé précisément pour empêcher toute intrusion. Des témoignages non vérifiés évoquent de vifs débats sur le site, autour de la raison pour laquelle autant d'efforts auraient été consacrés à fermer un espace qui n'était manifestement pas destiné à un usage quotidien. Selon certaines interprétations, le scellement servait à protéger ce qui se trouvait à l'intérieur. Pour d'autres, il servait plutôt à le contenir. Les récits locaux ont ajouté une nouvelle tension. D'après des habitants familiers du monticule, cette zone de Göbekli Tepe avait longtemps été évitée lors des travaux précédents, sans qu'aucune raison officielle n'ait jamais été donnée. Même si ces témoignages restent à confirmer, ils ont renforcé le sentiment que cette entrée ne ressemblait à rien de ce qui avait été découvert jusque-là sur le site. À ce stade, les archéologues avaient bien compris qu'ouvrir ce scellement ne serait pas une simple étape de fouille. La moindre erreur pouvait endommager ce qui se trouvait derrière, ou faire disparaître des indices essentiels sur la manière dont ce scellement avait été réalisé. La décision a été prise d'avancer lentement, en documentant chaque couche, chaque changement. D'après les rapports, certains membres de l'équipe ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils allaient peut-être révéler. D'autres, au contraire, ressentaient une forme d'urgence. Quoi qu'il y ait derrière cette entrée, avait été protégé volontairement pendant environ 12 000 ans, et y pénétrer allait forcément changer le cours de toute l'enquête. À l'intérieur de la grotte qui n'était pas destinée aux hommes. Une fois le scellement franchi, la première chose qui a frappé les archéologues, c'est l'étroitesse de l'espace. L'entrée descendait en pente dans un passage étroit taillé directement dans la roche. Les déplacements se faisaient lentement, avec précaution. Une seule personne pouvait avancer à la fois. D'après les membres de l'équipe, cette descente semblait pensée à l'avance, comme si la grotte avait été conçue pour imposer l'hésitation. Ce n'était pas un lieu fait pour les groupes, les rassemblements ou les allers-retours fréquents. En s'enfonçant davantage, ce qui marquait le plus les esprits, ce n'était pas ce qu'ils trouvaient, mais ce qu'ils ne trouvaient pas. Aucun signe de vie, pas de suie sur les parois, pas de cendre au sol, aucun outil abandonné. Selon les archéologues sur place, même des abris temporaires de cette époque laissent en général des traces de feu ou de nourriture. Ici, l'absence était totale. Rien n'indiquait que des gens aient jamais séjourné dans cette grotte, même brièvement. Les parois ont apporté l'indice suivant. On voyait clairement des traces d'outils, mais elles étaient nettes, maîtrisées. Les entailles étaient régulières, ce qui évoquait un travail précis plutôt qu'un creusement rapide. D'après les spécialistes de la pierre, ce genre de façonnage demande du temps et de la préparation. Ce n'est pas la manière dont on creuse un passage destiné à un accès rapide ou à une utilisation d'urgence. Ce couloir avait été façonné lentement, avec intention. À plusieurs endroits, la surface du calcaire avait même été lissée à la main, non pas pour décorer, mais pour entretenir. Selon les rapports, cela laissait penser que la grotte avait été utilisée plus d'une fois avant d'être scellée. Pourtant, malgré ces passages, aucun signe d'occupation, ni de rassemblement, ni de pratique rituelle. Pour certains chercheurs, cet entretien concernait la préservation, pas le confort. Ce qui a le plus troublé l'équipe, c'est la manière dont la grotte contrôlait les mouvements. Le passage se rétrécissait à des endroits précis, obligeant à se tourner de côté ou à baisser la tête. Pour certains archéologues, cela ne devait rien au hasard. La grotte n'invitait pas à entrer, elle limitait l'accès. Avancer demandait de la concentration et de l'effort. Quelques membres ont reconnu plus tard s'être sentis mal à l'aise, tout en précisant que ce ressenti était émotionnel, pas fondé sur des faits. D'après des témoignages locaux non confirmés, cette partie du monticule avait longtemps été évitée, sans qu'aucune explication officielle n'existe. Même si ces récits ne peuvent pas être vérifiés, ils correspondaient à l'impression grandissante au sein de l'équipe. Cette grotte n'avait pas été construite pour que l'on y vive, que l'on s'y rassemble ou que l'on y revienne librement. Puis le passage s'est arrêté. Le couloir étroit débouchait sur un espace plus vaste et l'atmosphère a changé.
Ce qui les attendait ne ressemblait à rien de ce que les archéologues s'attendaient à trouver sous Göbekli Tepe. Le chemin qui s'arrêtait volontairement. La grande chambre ne contenait ni objets, ni gravures, ni repères évoquant une cérémonie ou un usage quotidien. À la place, l'attention s'est portée sur un élément taillé directement dans le sol rocheux. Un escalier descendait encore plus profondément dans la grotte. Il était étroit, mais d'une précision remarquable. Chaque marche avait la même hauteur et la même largeur, soigneusement taillée, pas grossièrement ébauchée. D'après les rapports de fouilles, ce n'était pas le genre d'escalier qu'on construit à la hâte ou pour un accès provisoire. On y voyait clairement une intention, une planification. En examinant les marches de plus près, un autre détail a attiré l'attention. Les surfaces étaient usées, lissées par le temps. Ce n'était pas une érosion due à l'eau ni un simple mouvement naturel de la pierre. Pour certains archéologues, cette usure correspondait à des passages humains répétés. Des personnes avaient emprunté ces marches de nombreuses fois avant que la grotte ne soit scellée. Cette prise de conscience a tout de suite changé le débat. Un escalier utilisé à plusieurs reprises implique une fonction, un but précis dans la durée. Pourtant, il n'y avait aucune porte, aucune ouverture visible, aucune jointure laissant deviner un passage. Seulement une surface de pierre plate qui bloquait toute progression. D'après les équipes sur place, c'est à ce moment-là que la confusion s'est installée. Un escalier est fait pour mener quelque part. Dans tous les contextes connus, il conduit à un autre niveau, à une pièce ou vers une sortie. Celui-ci s'arrêtait sans explication. Les archéologues ont alors commencé à débattre sur ce qu'ils avaient sous les yeux. Un premier groupe pensait que ce mur faisait partie du projet dès l'origine. Selon cette interprétation, l'escalier avait été conçu pour contrôler le mouvement. Les gens devaient descendre les marches, atteindre le mur et s'arrêter là. Cette idée correspond à certaines pratiques du néolithique pré-céramique dans le sud-est de la Turquie, où l'accès à certains espaces était strictement limité. Pour ces chercheurs, l'escalier servait davantage de frontière que de passage. D'autres n'étaient pas d'accord. Un second groupe estimait que le mur ne faisait peut-être pas partie du plan initial. D'après eux, l'escalier menait autrefois à une ouverture qui aurait été scellée plus tard. Dans ce scénario, le mur représenterait une seconde phase de construction, une fermeture volontaire ajoutée après l'utilisation de l'escalier. Des échanges internes, non confirmés, évoquent des désaccords sur le fait de savoir si le mur montrait des traces d'ajout ultérieures ou s'il avait été taillé en même temps que les marches. Une troisième approche s'est intéressée moins à la structure qu'au comportement humain. Certains membres de l'équipe pensaient que l'usure des marches indiquait des descentes répétées sans jamais franchir le mur. Les gens pouvaient très bien descendre en sachant qu'ils ne passeraient pas. Selon cette vision, le simple fait d'approcher et de s'arrêter faisait partie du but. Cette idée rejoint certaines pratiques néolithiques de la région, où la répétition des gestes avait un sens, même sans résultat matériel concret. Pour dépasser les débats, l'équipe a eu recours à l'imagerie. Des scans non invasifs ont été utilisés pour examiner le mur de pierre. Et les résultats ont de nouveau changé la perspective. Derrière le mur, les images montraient un espace bien défini, une chambre fermée. D'après les premières analyses, il ne s'agissait pas d'une cavité naturelle. Les limites étaient nettes, structurées. À ce moment-là, l'escalier ne paraissait plus inutile. Il menait directement à quelque chose qui avait été volontairement tenu à l'écart. Ouvrir le mur, c'était entrer dans un espace que les bâtisseurs avaient clairement voulu rendre inaccessible, et tout ce qui se trouvait derrière correspondait exactement à ce que l'escalier permettait d'approcher, sans jamais y entrer. Ce que les bâtisseurs ne voulaient pas qu'on voie. L'ouverture du mur a été menée comme une opération sous contrôle strict. D'après les rapports de fouilles, les pierres ont été retirées une par une, chacune étant documentée avant d'être déplacée. L'équipe ne considérait pas ce mur comme un simple obstacle, mais comme une partie essentielle des preuves. Sa construction témoignait d'une planification, d'un effort et d'une volonté de durer. Ce qui se trouvait derrière avait été scellé intentionnellement. Derrière le mur se trouvait une petite chambre, entièrement fermée et taillée directement dans la roche-mère. Il n'y avait ni alcôve, ni marque, ni élément destiné à l'accès ou à l'usage. L'espace était trop réduit pour que l'on puisse y entrer librement ou y rester longtemps. D'après les mesures prises sur place, la pièce semblait conçue pour isoler ce qui y avait été déposé. Au centre de la chambre se trouvaient plusieurs crânes. Il n'y avait aucun corps complet, aucun squelette, aucun autre reste. Seulement des crânes disposés ensemble de manière volontaire. Ils n'étaient ni éparpillés ni entassés. Leur positionnement,
avec des espacements précis et un certain alignement, excluait l'idée d'un effondrement, d'un dérangement ou du hasard. D'après l'équipe de fouilles, ce n'était pas des débris, c'était une mise en place. Et ces crânes ne ressemblaient pas à des crânes humains ordinaires. Leur forme était immédiatement troublante. Chacun présentait un allongement extrême. Les proportions ne correspondaient pas à ce que l'on observe naturellement. La boîte crânienne s'étirait vers l'arrière bien au-delà des variations normales. Selon les anthropologues physiques consultés pendant la fouille, ce n'était pas le résultat de la pression de la terre ou de la pierre. La déformation était symétrique et constante sur tous les spécimens. Ce type de forme ne se développe que du vivant. C'est là que l'inquiétude a laissé place à l'alarme. Les archéologues ont commencé à évoquer la pratique du modelage crânien. Le modelage crânien est connu dans certaines cultures anciennes, où l'on façonne volontairement la tête d'un enfant à l'aide de bandes ou de supports rigides durant la petite enfance. D'après les spécialistes, la forme des crânes retrouvés dans la chambre correspondait bien à un modelage intentionnel. Mais l'âge du site rendait cela particulièrement troublant. Des preuves aussi claires de modifications aussi extrêmes, à une période aussi ancienne, sont rares et très controversées. Plus dérangeant encore que la forme, c'était le contexte. Aucun corps associé au crâne, aucun signe de sépulture, aucune offrande, aucun marqueur d'identité. Selon les archéologues sur place, les pratiques funéraires néolithiques dans la région conservent presque toujours une notion de personne, même quand les crânes occupent une place centrale. En général, les crânes restent liés à un corps, sont exposés, revisités ou honorés. Ici, ils étaient séparés, isolés, puis scellés à l'écart. C'est à ce moment-là que le vocabulaire a changé. Dans les documents internes, l'équipe a cessé de parler d'individus humains. À la place, elle a décrit la découverte comme ne correspondant plus à une classification humaine. Les experts ont ensuite précisé que cela ne signifiait pas une autre espèce. Cela voulait dire que ces crânes ne correspondaient plus à aucune catégorie connue, servant à définir une personne humaine en archéologie néolithique. La modification extrême, la séparation des corps et l'isolement volontaire effaçaient l'identité humaine habituelle. Plusieurs interprétations ont été discutées. Certains chercheurs ont évoqué l'idée de transformation, où des individus étaient modifiés pour devenir autre chose. D'autres ont parlé de confinement, où des êtres altérés étaient mis à l'écart de la communauté des vivants. D'après des échanges non confirmés, quelques membres de l'équipe ont même suggéré que l'objectif pouvait être de retirer l'humanité elle-même par la modification et l'isolement. Des comparaisons ont été faites avec des pratiques autour des crânes sur d'autres sites anciens liés à Göbekli Tepe. Mais selon les spécialistes, ces exemples montrent toujours une forme de soin, d'accès ou de mémoire. Ici, ce n'était pas le cas. La chambre avait été scellée puis abandonnée. Personne n'y était revenu. L'architecture renforçait cette idée. Les tombes sont faites pour être visitées. Cet espace, lui, avait été fermé définitivement. Pour certains archéologues, cela évoque la peur ou le contrôle, pas le respect. Cette grotte n'était pas un lieu d'inhumation, c'était une frontière. Une fois la documentation terminée, l'équipe s'est retrouvée face à une question que l'archéologie pose rarement ouvertement. Si ces crânes avaient été modifiés au point de ne plus être considérés comme humains selon les critères de leur propre époque, alors que représentaient-ils vraiment ? Et pourquoi avoir déployé autant d'efforts pour guider les gens jusqu'à cette chambre, tout en s'assurant que plus personne ne puisse jamais l'atteindre ensuite? Ce que cela change pour Göbekli Tepe et pour les débuts de la civilisation. Pendant de nombreuses années, Göbekli Tepe a été décrit comme un lieu de rassemblement rituel, un endroit où les premières communautés se retrouvaient pour célébrer des cérémonies et renforcer leurs liens sociaux. La découverte de cette grotte scellée impose une autre lecture. Göbekli Tepe n'était pas seulement un lieu de rencontre, c'était aussi un lieu de contrôle. Cette grotte montre que ces bâtisseurs savaient restreindre l'accès et limiter la transmission du savoir. Ils créaient des parcours qui guidaient les gens vers l'avant, puis les arrêtaient net. Ils scellaient des espaces pour toujours. Ce n'était pas fait pour décorer ni pour des raisons pratiques. C'était fait pour tenir quelque chose à l'écart de la communauté des vivants. Cela change notre façon de comprendre les premiers systèmes de croyance. La croyance ne servait pas seulement à adorer ou à partager du sens, elle servait aussi à gérer la peur. La peur de la mort, la peur de la transformation et la peur de ce que l'on pensait dangereux ou instable. L'effort consacré au scellement de la grotte montre que ces peurs étaient prises très au sérieux. Les crânes dans la chambre montrent que l'identité humaine n'était pas figée. Une personne pouvait être transformée, puis considérée comme n'étant plus totalement humaine. Une fois ce statut retiré,
l'individu pouvait être isolé et enfermé à l'écart. Ce n'était pas une violence aléatoire. Cela suivait des règles et des décisions prises par le groupe. Cela signifie que la croyance fonctionnait déjà comme un outil. Elle modelait les comportements, définissait des limites et imposait un ordre. Les gens apprenaient où ils pouvaient aller et ce qu'ils n'avaient pas le droit d'approcher. La grotte enseignait ces règles sans un mot. À cause de cela, la civilisation ne s'est peut-être pas développée uniquement grâce à la coopération et au travail collectif. Elle a peut-être aussi grandi à partir de la peur et du contrôle. Les premières sociétés ont compris que gérer les croyances permettait de maintenir la cohésion des groupes et d'éviter le désordre. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.